En tout cas, ce que ça produit comme... Je ne veux pas dire, c'est pas un effet, parce que c'est tellement vivant. C'est une émission comme ça, rayonnante, d'une sorte d'immortalité. Enfin, c'est... Voilà. Enfin, ce que j'ai remarqué aussi, que j'avais pas... Ça, c'est ma faute, hein, j'avoue les choses, puisque le petit garçon, je l'ai beaucoup vu, mais je pense que en le voyant, j'ai dû me dire chaque fois, mais c'est Adèle, mais c'est Adèle. Bon, ça, c'était ce que je pouvais penser moi-même dans mon petit coin, mais je suis sûre que c'était vrai. Non, ce que je n'avais pas vraiment vu, que je commençais à voir assez tardivement, c'était ses yeux. C'est son regard. Et le regard... enfin, vous l'avez certainement vu, et sinon, vous l'apercevrez à un moment quelconque. C'est ce regard... se dire qu'on peut sculpter un regard, c'est quand même quelque chose. Or, ce regard, il est tellement éloquent, il dit tant de choses, et les unes perceptibles et attendues comme une sorte de peur, mais c'est même pas ça. Il y a une luminosité particulière, une transparence, quelque chose qui pense à travers les décennies, et probablement, je l'espère, à travers les siècles. Mais là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Enfin, ce regard dit ça. Hein. Il s'interroge, il nous interroge, mais il s'interroge. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas. Vous l'aviez vu? Vous le voyez ce regard? Ce regard qui s'interroge lui, enfin qui interroge l'enfant, mais qui interroge l'humanité dans sa totalité. Enfin, moi, j'avais pas vu ça. Enfin, j'ai mis du temps à apercevoir devant moi, je vois plein de cartons où il y a marqué réservé. Je crois que j'avais pas mesuré la réserve justement d'interrogation, d'interrogation s'adressant à des puissances supérieures, hein. C'est-à-dire à la mort, à la vie, à la mort. Et bien sûr que le coup de théâtre d'inspiration, c'est la combinaison que tu as établie avec les témoins. Voilà un petit personnage qui est en train d'aller vers l'immortalité, et il a des témoins. Les témoins, ce sont ses tueurs, mais ce sont ses témoins. Parce que ces soldats, ils n'ont pas l'air féroces. Ils ont l'air fous, enfin, ou... Non, ils ont l'air simplement armés. Et alors, qu'est-ce que c'était ce plastique qui est invité par toi? D'ailleurs, j'ai fait un essai dans mon atelier. Il y avait un dessin qui était emballé comme ça, encadré, la même taille, non, un peu moins, qui était là. Et puis, on préparait avec Jean Calment la lumière pour discuter quel projecteur utiliser. Et puis, je lui disais justement que je voulais un éclairage un peu en alerte comme ça, qui fait presque haut les mains.
Et puis quand on a fait l'essai dans mon studio comme ça, il y avait au fond justement un dessin qui était avec emballé. Puis j'ai gardé cette idée de lumière et puis cette idée de l'emballage. Et effectivement, dans les expositions, même si parfois in situ ou peu importe, on a le sentiment de parler de cette idée de l'installation berbère que je suis. Et c'est justement d'une culture presque nomade, donc c'est à peine installé, c'est déjà désinstallé. Et je pensais que l'enfant, dans cet espace-là, il doit vraiment assiéger, même si il est avec sa casquette assez grande et assez large, et comme tu disais, avec un regard aussi craintif. J'ai ajouté ce côté presque une lumière. Chez moi, en fait, c'est la vie qui frappe la mort. C'est le contraire avec mon charbon ou avec un charbon aussi parfois blanc sur une feuille blanche, mais aussi cette ce qui tue l'obscurantisme, l'obscurité, d'une façon très très vive, très rapide, très éclair, comme une foudre. C'est vraiment c'est la lumière. Et quand j'ai dit lumière, ça veut dire obscurantisme. Lumière et obscurantisme, ça a été dans toutes les religions monothéistes ou astraisme. Dans toutes les religions, en tous les cas, il y avait toujours cette question de la lumière et cette question de l'obscurité. Et ce qui m'a ramené, c'est vraiment en l'humain, comme lui. Et donc, de l'éclairer de cette façon. Et les soldats, en les ramenant, j'ai gardé cette idée qui était assez fraîche, assez et je me suis dit, bon, eux, ils peuvent être désinstallés. Or que mon enfant, il peut assiéger l'espace, la lumière, le côté aussi sombre. Il va assiéger mon enfant. Mon enfant, pour moi, c'est une sorte de... il a une fragilité, il a une luciole. C'est une sorte de luciole de la survivance. Mon enfant, je voulais le montrer comme parfois des étoiles filantes. Elles meurent, mais elles restent toujours puissantes. Elles marquent par leur lumière. Donc c'est un peu comme ça. Et le choix de matériaux, parce qu'on a parlé de l'ivoire, c'est le seul matériau que j'ai trouvé qui a un sens, et au-delà même du sens, est témoin de la grande vie, de l'éternité. Ceux qui ne savent pas que dans mon enfant, il y a l'ivoire de mammouth. Donc, au niveau de la temporalité, c'est comme il était là depuis des siècles et des siècles et qui va survivre des siècles et des siècles. Et ça, c'est à partir d'une colère, à partir d'une colère intérieure de cette image qui m'a bouleversé, qui parle de la souffrance de mon enfant, mais je suis aussi cet enfant et c'est mon enfant, c'est aussi votre enfant, c'est notre enfant. Et, mais d'une souffrance que moi, quand j'ai vu cette image, c'était en Google, Internet, et avec l'écran, et j'ai vu mélanger avec des images d'enfants qui sont morts de tumeurs de cerveau, d'accidents de voiture, aujourd'hui on peut dire des trottinettes, des choses comme ça.
Et, et là, je me suis dit, que faire? Que faire? Parce que là, il était déjà assassiné. Si vous connaissez l'histoire de Rapport Strop, assassiné plusieurs fois. Cette image, elle était accusée qu'elle était une image fausse, montée pièce par pièce. Elle était recorrigée. C'est comme aujourd'hui, on dit les fake news ou quelque chose. Euh, comment on les appelle, ceux qu'aujourd'hui qui font les complotistes. Les fake news, tu veux dire? Fake news, les complotistes aussi. Oui. Et elle était, pour très longtemps, elle a vraiment souffert pendant 4 ans, 5 ans. Ça a été une longue histoire, même dans la presse, et qui démontait cette image. Il y a tout un archive très important où cette image, elle n'était pas reconnue tout de suite, très très vite. Le premier qui l'a reconnu, c'était Bergman dans Persona. Pour la première fois, on l'a vu dans le cinéma. Et le deuxième, c'était un manuel scolaire français à l'époque. C'était en 72. Et tout le reste, ils n'osaient pas. Pour eux, c'était un mensonge. Et donc, elle a beaucoup souffert. Et quand je vois, moi, de ma génération, avec Google en plus, qui la balance comme ça, et comment je dis à mes enfants, à mes filles, attention, cette image, elle n'a rien à voir avec... c'est pour vos enfants aussi qui meurent hein, de tumeurs. C'est dans le sens de Marcel Deschamps, hein, quand il disait dans sa pierre tombale, d'ailleurs, la mort, c'est toujours les autres. Et donc, on peut dire que Google a assassiné encore une deuxième fois cette insurrection et mon enfant. Et c'est là où j'ai dit il faut faire quelque chose et j'ai pensé avec beaucoup de risques et je suis allé vers un matériau que je trouve très noble mais qu'on utilise pour faire des pennes, hein, pour faire des bijoux, des choses comme ça. Or que moi j'ai cherché l'ivoire pour parler de l'éternité, l'immortalité. Parce que il a une ADN. Il a une ADN. Donc il reste vivant. Il meurt pas. L'ivoire, il meurt pas. L'or, la pierre, tous les matériaux qu'on a l'habitude de consommer dans l'histoire de la sculpture et de l'art. Évidemment, l'ivoire, ça a été utilisé pour faire des Christ, des croix, des choses comme ça. Là, pour moi, il s'agit vraiment de l'immortalité. Ça veut dire entre vie et mort. Ça joue ici. Vie, mort. C'est dans cette limite-là. Moi, et ça, je peux pas. Je vais dire quelque chose qui a l'air paradoxal, mais là, tu racontes en fait l'origine, la genèse de l'œuvre. Et alors, ce qui se passe, c'est que tu sors avec cette œuvre, c'est une œuvre, tu sors justement de cette malédiction qui a entouré le destin en partant de la photographie de cette image, y compris jusqu'à nos jours. On peut continuer à quereller l'image. Mais ce qui se passe, c'est que ce petit garçon, et le mot va paraître étrange, mais il est incarné. Il sort du noir et blanc et de la mise à mort de l'image de la photographie, par les commentaires, par les projections. Et nous, ce que nous voyons, c'est incarné. Alors, c'est incarné avec de la chair, mais cette chair, l'ivoire, c'est une chair comme une autre. Enfin, il est incarné. Alors que les soldats porte-morts, ils sont emballés. Ils sont prêts à être expédiés, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une toute autre espèce. Et ça change complètement le rapport qu'on peut avoir à ça, à cet événement, à l'événement, à cette
un événement d'ailleurs ça c'est un coup de génie théâtral qui n'a pas été calculé, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver plus tragique et plus effrayant et en même temps plus tendre que ce moment qui est une promesse d'assassinat. Ce petit garçon, tout le monde sait que, et en même temps, il n'a jamais été aussi vivant. Mais ça, c'est évidemment la magie de l'art. Il est sorti de son tombeau photographique. Oui, c'était mon désir, ma substance qui est incarnée dans mon enfant avec tout ce qu'on a évoqué. Donc c'est ma substance, c'est de le rendre en tous les cas immortel. C'est avec de la sculpture, pour la première fois, j'ai imaginé aussi le dos, et comment faire le dos. C'était très risqué. C'était très, très risqué. Par exemple, les mains. J'ai pris des mains d'un enfant d'un ami donc, qu'on a scanné pour faire justement les mains de mon enfant. La taille, c'était à l'époque la taille de ma fille. Et c'était Xu? Non, c'était elle. C'était elle. Et donc c'est, comme j'ai dit, je suis quelque part un portraitiste et c'est un autoportrait aussi. Et donc c'était des vraies décisions à prendre. Et pour la première fois, on voit le dos de mon enfant. Donc, on le voit de dos. Donc, le témoignage de rapport Strop, la photo, elle est faite par un nazi, hein, donc italien, SS. Et là, je pense que ma réponse à Google est, comme disait quelqu'un sur les NFT, on te dit oui, vends ta maison et achète un singe en JPEG, et c'est une valeur sûre. Voilà, c'est ça ce qu'il nous propose. Google, voilà. Donc voilà. C'est ça les NFT. Ben, je pense, tu vois, que ce garçon, il est sauvé de Google. C'est-à-dire que, à mon avis, on n'y pense plus du tout. Là, on est dans un autre monde. Mais un monde qui donne à penser autre chose, d'ailleurs. Hein, parce que, par exemple, le rapport comme ça, qui est à la fois agressif et inquiétant, entre les soldats qui le voient de dos et dont on ne voit pas le dos, maintenant, de toute façon, des soldats. Oui. Et puis, ce personnage. Table. Ce sont des jetables. Vous savez, pour ça, il y a une phrase de Primo Levi qui est très forte, qui m'a beaucoup marqué. J'aimerais bien le citer ici, parce que tout le monde connaissait mieux que moi. Vous disiez, il y en a des monstres. Il y a des monstres. Mais ils sont peut-être moins nombreux et moins dangereux. Le pire, c'est ceux qui obéissent et ceux qui sont dans l'administration, mais qui posent jamais de questions. Pourquoi?
C'est ça les soldats. C'est qu'ils exécutent des ordres, mais qui posent jamais de questions. Et donc c'est un peu la caverne de Platon. Ça veut dire que l'allégorie, justement, voilà, ils sortent, la lumière, ils reviennent. Et on a ce sentiment, c'est si on parle aujourd'hui Google et autre chose, on a quelque part, il y a un retour vers l'obscurantisme. Et le POC nous conduit vers ça. Et donc c'est bien de parler des soldats, mais mais surtout c'est le plus dangereux, c'est que obéissent. C'est ça qui est dramatique et c'est ça qui est plus violent, encore une fois. Les soldats, c'est le pire, parce que ce sont des machines à mort. Mais n'importe qui... Enfin, ce ne sont pas des monstres, c'est-à-dire que ce sont des êtres humains qu'on a transformés par un simple coup d'ordre, voilà, en tueurs. Je dis ça parce que c'est ce qui se passe en ce moment, hein, ce qui se passe en Ukraine. Et tu prends une population et tu la transformes en un univers de tueurs sans pensée et dévoués à la mort. Alors j'étais probablement surdéterminée par ce qu'on traverse depuis des années. Je relisais Vassili Grossman, que vous avez dû évidemment aussi lire et relire, et qui porte témoignage de quelque chose qui est exactement ce qui se passe maintenant, mais vu de l'autre côté, puisque lui, il est russe et il y croit. Mais il n'y a que ça, quoi. Les soldats, c'est des êtres humains. Hier, ils étaient des humains. Ils sont aujourd'hui soldats. Voilà. Et voilà notre grande chérie. Bonsoir. Pardon d'être en retard. Hein. Oui, on tombe. Oui, Ah, faut appuyer. Bah oui. T'as garé ta voiture, ça y est. Tu l'as garée. Non, je suis arrivée en moto, mais vous voyez, je suis quand même arrivée en retard. Pardon, hein, excusez-moi. T'es tout excusé. Mais avec Hélène, on a une vieille histoire. La dernière fois qu'on avait fait une rencontre, Hélène m'avait attendue et elle n'avait pas besoin de moi. Elle a parlé toute seule. Non. C'est pour ça que je voulais rester assise. Et non. là, on a déjà parlé à ta place. Hein. Bah, j'espère bien. Non, il y a eu on une n'a compétition. pas parlé. On n'a pas parlé à la place de Laure parce qu'elle a tout son rôle à remplir, absolument. Non, mais Hélène s'en souvient. Hein. Je m'en souviens très bien, mais surtout ce qui m'inquiète, et je ne sais pas comment... Elle m'avait imité très bien d'ailleurs, Hélène. Je t'avais doublé, tu vois, en tant que personne de théâtre. Mais par contre, c'était aussi chez les Juifs. Oui. Alors là, je me demande s'il n'y a pas quelque chose. C'est au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Oui. D'ailleurs, je me suis trompée, c'est pour ça aussi que je suis en retard, je suis allée là-bas. J'ai dit, mais c'est pas là l'exposition. Il y a un monsieur pas très gentil qui m'a dit, non, c'est là-bas. Ah ouais? C'est pas vrai. Aïe. Hélène, c'est ta faute, hein, tu vois. C'est ta faute. Oui, d'ailleurs, pourquoi vous êtes là tous les deux? Parce qu'on t'attendait, tiens. Non, mais pourquoi vous êtes là au mémorial de la Shoah, tous les deux? Pour te rappeler que nous sommes là. Oui, mais il y a bien une raison. C'est quand même assez extraordinaire que le mémorial de la Shoah vous ait invités tous les deux pour commémorer l'insurrection du ghetto de Varsovie. C'est une longue histoire. Moi, je pense que je suis invitée. Je ne sais pas si je suis invitée, mais je suis là pour Adèle, avec Adèle, qui est un immense artiste et qui est unique, voilà. À commencer justement par, comme le prouvent ses œuvres, comme le prouve sa parole ici. Mais c'est lui, en fait, qui a à rendre compte. Peut-être toi aussi un peu, mais on va peut-être poser la question à Adèle.
Comment et pourquoi le mémorial a-t-il fait appel à toi dans cette histoire de mémoire, de résistance, de volonté de ne pas oublier? Écoute, Laure, moi je pense que c'est une question qu'il faut poser au mémorial, justement. Pourquoi ils m'ont choisi pour m'inviter? Ça, je ne peux pas te le dire, mais comme tu le sais, ben voilà, j'ai fait une œuvre qui s'appelle Mon enfant. Est-ce que c'est pas le garçon qui a été invité? Oui, c'est le garçon. Mais c'est-à-dire toi aussi, quoi. Mais oui, moi je suis l'enfant de cet enfant, oui, c'est mon enfant. Absolument. Voilà. Donc je suis... oui. Mais tu as dit oui. Presque oui. Oh oui, tu as dit oui. Ben non, j'ai dit merci. Ah, d'accord. Mère, la mère. Oui. Et si, le si. Ah oui. Voilà, c'est je fais du Ilem parce que je de mots. Oui, mais alors tu aurais dû suis finir. permis. Qu'est-ce que tu savais de l'insurrection du ghetto de Varsovie? Comment tu as travaillé à cette œuvre? Je savais absolument rien. C'était moi, je viens d'un pays où falsification de l'histoire. Je viens d'un pays où, quand la hache qui coupe l'arbre, qui coupe l'arbre, ça mange de la hache, elle vient de l'arbre. Je viens de là. Donc, quand l'arbre dit pourquoi tu me fais mal, il la mange, et la hache, elle dit, tu vois pas que le manche de ma hache, il vient de toi? Donc je viens de là, moi. Moi, moi, je suis né dans une vigne qui regardait jour et nuit le ciel et le soleil. Donc je viens d'une vigne, moi. Je suis né dans une vigne. Mais un jour, une dispute de mon père et de son demi-frère, cette ville-là, elle était démembrée, découpée, tronquée. Et en fait, c'était moi. Et depuis ce moment-là, je suis devenu cet être qui était découpé, tranché, comme on fait les shish kebab. Donc, je suis, à chaque fois, je me renais, pas dans le sens des mythologiques de Phénix et de sa renaissance éternelle à travers ses cendres. Donc, je suis devenu le charbon, parce que je danse avec le charbon, comme un fakir. Je saute, je tourne, je me retourne. Et donc, je suis devenu cet être-là, qui était tranché, découpé, démembré, et je me reconstituais à chaque fois pour faire face à ces choses, comme la ville où je suis né, où je venais. Donc, immédiatement, quand je regardais cette photo de soulèvement de ghetto de Varsovie, ben, ça me parlait. C'est quelque part, c'est aussi moi aussi. Et quelque part, moi aussi, j'ai pas vécu mon adolescence. Peut-être lui non plus. Il n'a pas vécu, moi aussi. Donc moi, je suis né et je venais de l'arbre et je venais aussi de la hache. Donc voilà. Donc la hache. Et je pense que tout mon art, en tous les cas, c'est devenu plus tard un art justement qui est mort, un art aussi qui peut découper aussi comme de la hache aussi. Et ce que je fais, c'est et de toute façon ce que je lis, parce que Hélène, parce qu'elle écrit aussi avec ses griffes, parce que aussi elle peut cogner, elle peut donner des coups de tête. Et donc voilà, les artistes, les écrivains, les poètes, on peut les citer tous, ceux qui me donnent des coups de tête. Moi, je ne lis pas ceux qui me donnent rien, qui me bouleversent pas. Et cette image qui était faite par Anassès, elle
elle m'a profondément, mais profondément, quand je dis profondément, je suis dormi debout ce jour-là. Et tout mon art, en tous les cas, tout mon travail, sincèrement, voilà, c'est quand j'étais petit, j'ai vu, je voulais aller au cirque, mais j'étais vraiment petit. Mon père m'a pas laissé, c'était Cirque Hamar. Il sait ce que c'est. Et Cirque Hamar, il y avait vraiment un poster à l'époque, une affiche, mais qui était belle, c'était magnifique. Je me souviens plus, c'est presque un tigre ou un lion. C'était un lion. En tous les cas, mais on voyait un homme qui mettait sa tête dans ce lion. Et donc, mon art a commencé justement par la voix orale, et ça veut dire par les dents. Donc, voilà, par la bouche. Donc, c'est, voilà, le monstrueux. Et donc, quand je vois des soldats des SS, je vois mon enfant craintif comme ça, et presque qui tremblait et tout ça, je me voyais. Ça me ressemble. C'est des choses, voilà, que je venais de ça, moi. Hélène, tous les deux, vous venez du pays de l'enfance. Oui. Enfin, maintenant, comme tu sais, il ne suffit pas de dire qu'on vient d'Algérie, parce que lui, par exemple, il aurait 1000 choses à dire à cet égard. Il faudrait qualifier, diviser. Comme il l'a dit tout à l'heure en passant très vite, mais c'est très important, si on lui demande comment il a commencé à être, il va dire de manière affirmative et radicale qu'il est berbère. Il ne va pas dire qu'il est arabe, parce qu'il ne l'est pas. Il ne va pas dire qu'il est algérien. Il dit qu'il est berbère. C'est-à-dire qu'il appartient comme ça à une espèce humaine extraordinaire dont il porte l'héritage, mais qu'on connaît très mal. Enfin, il faut qu'il soit là pour en dire quelque chose. Et moi, si je disais que ces derniers temps, je me suis battue avec une histoire où une fondation qui s'est proposée, enfin, qui s'est avancée vers moi au titre des American Jewish Sephardic Foundation. Bon, donc il y avait séphardique, alors qui s'adresse à moi en tant que séfarade. Et là, je commençais à dire, mais je ne suis pas séfarade. Et à discuter longuement de cette appartenance ou cette définition. Et après, je me dis, mais est-ce que je suis séfarade? On me dit, oui, bien sûr que vous êtes séfarade. Ah non, mais je dis, mais non, moi, je suis ashkénaze. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, chaque fois, il faut évidemment ramener, assembler ce qui est originairement dissocié et dont le côté dissocié est extrêmement important. Et la même chose entre lui et moi. Par contre, il est vrai que le fait d'avoir à reprendre chaque fois les morceaux de tant et tant d'héritage, puisque lui, il n'est pas héritier que de l'Algérie, cet effort qu'on fait ou qu'on doit faire, qu'on veut faire, qu'on ne sait pas faire, etc., c'est quelque chose qu'on a en commun et qui probablement a à faire avec justement le surgissement de l'art. Parce que quand il raconte l'histoire du lion, que je connais, tu le connais. Qui est dans le merveilleux livre que vous avez fait tous les deux de correspondance. Et d'ailleurs, je pense que là... C'est une image très forte. Très forte. Et... Hein, mais c'était une immense affiche dont la couleur, etc., date de l'époque. C'est tellement... Mais on s'en souvient tous de cette affiche, je crois. Du cirque Hamar. Oui, du cirque Hamar. Et si je ne me trompe, c'était les Berbères, non? Les Hamars. C'est des Gétons aussi. Ah, d'accord. Mais enfin, donc... C'est des nomades. C'est des nomades. C'est des nomades berbères. Des nomades qui circulaient beaucoup. Des Gétons, mais il faut dire que on croirait que cette image-là, c'est la vignette qui originaire comme ça dans l'album d'images d'Adèle, parce que c'est la tête de quelqu'un rentre dans la gueule du lion. Voilà.
Et qu'est-ce qu'il va faire dans la gueule du lion? Il va voir qu'est-ce qu'il y a dans le lion. Ben, c'est ce qu'il fait. Il passe son temps à aller voir ce qu'il y a dans le lion. Les mâchoires. Ouais. Le lion ne referme pas les mâchoires. Tu la connais, cette image? Oui. Ben voilà. Et ben, mais elle est très forte. Mais alors, si elle a cette force pour lui, c'est pas parce que c'est la première fois qu'il voit, enfin qu'il se voit comme ça, photographié en tant que garçon rentrant dans la gueule du lion pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le lion, parce qu'il est aussi le lion, évidemment. Mais c'est sûr qu'avant, il y avait une autre image. Je ne la connais pas, mais lui, je ne sais pas s'il la connaît, et peut-être avant cette image, il y avait une autre image. Mais en tout cas, c'est le système de force d'Adèle. C'est rentrer, aller au fond du danger, de la férocité. On ne sait pas du tout ce que ça réserve. Enfin, lui, c'est ça, c'est tout ça à la fois. Alors, le fait que ce sont des expériences primitives que nous partageons, ça nous permet aussi, je dois reconnaître évidemment que ça nous permet d'aller très vite dans une découverte l'un de l'autre. Alors c'est très impressionnant, votre relation à la fois intellectuelle, psychique, artistique. Qu'est-ce qui se passe en vous? C'est des éclairs de compréhension de choses qui sont assez indicibles au fond. Oui, enfin d'inconscient à inconscient presque. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je comprends comme on verrait un météore. Je comprends comme ça la trajectoire d'Adèle, et de manière très très forte et très immédiate. Parce que parfois, il me parle comme ça d'une traversée. Il est traversé par des images flamboyantes, et je pense que quand il m'en parle, c'est qu'il est encore ébloui, il est dans l'éblouissement de ce qu'il a aperçu et dont il cherche les noms. Voilà. Et je lui dis, tu ne crois pas que c'est ça? Mais pourquoi? Parce que je pense que j'ai le même système d'illumination, voilà, j'utiliserai ce mot, que lui, ou lui que moi, enfin voilà. Ça, c'est ce qui se passe entre diverses structures qui ont affaire avec la création. C'est pas nécessairement, par exemple, pour moi, j'écris, lui, il crée, et il crie, il crie, il écrit autrement, il écrit, et puis il est un dessinateur absolument sublime, parce que là, on voit vraiment son écriture, si je peux dire, ses opérations, ses invocations. Et je ne sais pas si je peux dire ça, mais si je peux en faire état, mais voir Adèle dessiner, c'est une expérience, vraiment. J'ai des amis, peintres, artistes, etc., que j'ai vus faire, mais Adèle, c'est foudroyant. Voilà. Et ce qu'on a en commun, c'est qu'on tue avec l'âge notre mère intérieure. Mère, on ne sait pas comment tu l'écris, hein? La mère. Oui, c'est ça. Mère. Si. Mais parle-nous de ta mère, Adèle. Elle est très importante dans son œuvre. Oui, je suis le porte-parole de ma mère. Je suis son porte-parole. Quand j'ai dit, moi, ma première dynamite, j'ai vécu des dynamites. Dans ma vie, j'ai ramassé des mains, des pieds dans des manifs, et je connais des bombes artisanales, je connais des choses que j'ai traversées. Je connais Daesh avant Daesh. J'ai vécu des choses comme ça. Mais ma première dynamite, c'est que la langue de ma mère, elle était interdite par mon propre père. Ça, c'était ma première dynamite. Ma mère qui parlait le berbère, mon père ici, mais qui a imposé l'arabe. Et ça a été... j'ai jamais compris pourquoi. Et même mon épouse qui est là, Julie, on était en Algérie.
Et quand je lui parlais comme ça lui parlait comme un conte de fées Et en fait, elle a vu la situation, elle était vraiment sérieuse et tendue entre moi et mon père, dans le sens où pourquoi interdire une langue exceptionnelle qui est le berbère, qui est ma langue maternelle, que j'ai pas eu de la chance de la développer, de la vivre, de la rêver. C'était l'interdit. Et quand je vous dis l'interdit, il n'y a pas pire, je crois, c'est comme on vit dans une prison, mais en liberté. Quelque part, on est emprisonné par des manuels scolaires. Ça veut dire, dans mon enfance, c'était, voilà, Zina, elle est à la cuisine et Omar est au souk. C'était comme ça, mon manuel scolaire. C'était comme ça. Donc voilà, je suis né à Constantine. Ma mère parlait le berbère et aussi de la langue arabe dialectale, de culture, mais pas de confession musulmane, mais de culture. Parce que vous savez que voilà, l'islam est arrivé en Algérie pas avec de miel et avec du sucre. Il est arrivé comme avec de la hache. Donc de façon aussi sanguinaire, et ce qui est que ma mère a souffert, parce que pour nous, à l'époque, en tous les cas, aujourd'hui, peut-être, ça continue encore, mais d'une façon différente. Quand une femme allait travailler, voilà, ça veut dire que c'est une prostituée, c'est une, comme disaient les Allemands, les Italiens, pour adoucir, pour ne pas dire ce mot un peu cru, putana. Donc ça, c'est plus chantant. Voilà, putana en italien. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, puisque tu parles de ta mère, qui pour moi était... enfin, je l'aime beaucoup. Mais je ne l'ai jamais rencontrée, mais c'est comme si je l'avais rencontrée. Parce qu'elle est tellement en toi, et tu la portes tellement. Et elle te porte comme elle te porte d'ailleurs dans une œuvre magnifique. Hein. Dans ta rue, il y a ta mère qui te porte. Et ça joue beaucoup, parce que ça joue aussi... c'est comme si elle portait le lion, mais ou comme si elle portait le Christ. Et à ce propos, justement, et puisque tu as utilisé le mot islam, alors je suis chargée de mission par Adèle pour chaque fois, afin que ce soit encore plus net, plus catégorique, dire à ceux qui sont là pour nous accompagner que Adèle n'est pas du tout musulman. Alors, je crois que c'est important à dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Ben, une des choses qu'on fait ici, c'est de dire et de rappeler que parmi les innombrables déterminations d'Adèle, il y en a une qui est catégorique, il n'est pas musulman. Bon, alors, évidemment, je ne devrais pas le dire, c'est lui qui devrait le dire. Je l'ai dit plusieurs fois dans les radios, mais moi, on ne me croit pas. Et ils veulent absolument me renvoyer. Moi, je les fuis. Est-ce que tu es juif ? Par adoption. Voilà une belle réponse. Oui, par adoption. Oui, j'ai quitté mon pays. J'ai quitté mon soleil. J'ai quitté ma patrie. Ah, oui. Je suis né à Constantine, à Sidi Mabrouk, dans une maison juive, par des femmes, des sages-femmes catholiques, chrétiennes.
Donc, je rassemblais tout, moi. Mais je les rassemble, en fait, avec une sorte de religion, d'ordre comme ça, qui est humilité, générosité, amitié, amour, partage, la joie de vivre. C'est ça ma religion. C'est cette chose-là. C'est ma réponse, c'est la joie de vivre. C'est ça que je pense, c'est une réponse, c'est une religion, oui, c'est la joie de vivre. Non, Hélène? J'étais en train de me dire que ça, ce serait un rapport à une judéité idéale. Mais finalement, elle est peut-être chez des gens comme Adèle, la judéité idéale. C'est-à-dire ça, ce que tu viens de dire, la proclamation de la joie de vivre. En tout cas, il est spectaculaire de ce point de vue-là, parce que en l'écoutant, et ça fait partie des plaisirs qui jaillissent entre Adèle et moi par la rencontre de ces étrangetés. Mais parfois, je me dis, il est beaucoup plus juif que moi. Et je vais te dire que c'est profondément vrai à un certain niveau et dans certaines circonstances. Comme par exemple, quand il va faire les fêtes, qu'il fait Rosh Hashanah avec des juifs, enfin bon, comme voilà. Alors moi, pas du tout. Et je regarde ça, je me dis, ah, oui, c'est bien ça. Là, c'est bien parce qu'il y a de la joie de vivre, c'est Adèle qui l'amène. Voilà. Et on fait la Hanouka. Hanouka, oui. Ouais, toi et moi. Mais j'ai pas dit que ça. Je n'ai pas dit que Rosh Hashanah. Si, on fait le Pessah aussi. Ah oui. Bah oui. En tout cas, il éprouve un plaisir sans nuage dans ce domaine, parce que je pense qu'il a une telle liberté. Il a la liberté d'être juif. Non, mais vous vous rendez compte? Comme si on pouvait être libre d'être juif. Mais lui, oui. Ça, c'est pas mal. Et oui, c'est une singularité. J'ai mis un certain temps à m'en convaincre. Je me suis dit, j'avais jamais vu un phénomène comme ça. C'est vrai. Tu crois que je suis le dernier des juifs? Ça, non, je pense que tu es peut-être le premier d'une espèce à venir. Le premier des nouveaux juifs. Les juifs de la joie. Des juifs à venir. Mais c'est vrai que je pense que vous ne connaissez pas peut-être vraiment les juifs d'Algérie, parce que c'est quand même, c'est que la joie, c'est que de la danse, c'est vraiment la fête, c'est la joie de vivre. C'est ça le juif algérien. Sincèrement, c'est vraiment chanter. Donc la vie, elle est comme ça. C'est vraiment, c'est chanter. La vie, c'est une chanson, en vérité. Donc il n'y a pas plus heureux que le juif en tel cas algérien. Ben, c'est vrai, c'est pas pour... Alors, il faut quand même ajouter, parce que sinon on va un peu tricher. Toi aussi, tu viens d'Algérie. Moi, oui. Ah oui. Mais j'en suis une vraie juive algérienne. Ah non. Donc une fausse. Donc chaque fois, je dis attention, moi je suis une juive allemande. Mais enfin, ça se discute. Oui, ça se discute. Et tu en parles beaucoup dans tes livres, y compris d'ailleurs dans cette correspondance avec Adèle. Bien sûr, bien sûr. Et j'aimerais bien revenir sur le problème des langues, parce qu'Adèle a évoqué le berbère qui était interdit par le père et parlé par la mère. Et toi, il y a eu aussi les langues fantomatiques dans ton enfance en Algérie. De toute façon, la langue fantomatique par excellence, si je peux dire, sous la colonisation que je hais, lui, il affirme catégoriquement qu'il n'est pas musulman. Moi, j'affirme catégoriquement que je ne suis pas colonialiste et que je le hais. Mais c'était l'arabe. L'arabe, la langue des autochtones, c'est comme ta mère avec ton père, c'était une langue interdite, non reçue. Et toute ma vie, d'ailleurs, d'enfance en Algérie, je me disais,
je souffrais, mais vraiment sans aucune différence de l'ablation linguistique des Arabes. Ils étaient obligés, je trouvais terrible que pour faire la moindre chose, on les réduise au silence s'ils ne savaient pas le français. Et tout le monde ne parlait pas le français, même s'ils ont énormément appris le français, etc., pour survivre. Mais c'était horrible, ça, parmi les 1000 autres horreurs. Mais sinon, moi, comme je suis au croisement ashkénaze-séfarade, puisque ma mère venait d'Allemagne, ainsi que toute sa famille gigantesque, qui, elle, justement, était prise dans ce qu'on a appelé ensuite la Shoah. Quand j'étais petite, ça n'existait pas, ce mot-là. Hein. Et, la famille du côté de ma mère, qui était... Bon, c'est des gens qui étaient du côté d'une certaine assimilation, déjà, et qui ont été pris dans le nazisme, qui ont été déportés, tués, tout ce qu'on voudra, enfin bon. Et ça, c'était ce que moi, je savais de l'histoire. Par contre... Comme on ne faisait pas l'histoire en Algérie, évidemment, enfin, c'est-à-dire en Algérie française, donc l'histoire de la colonisation, j'ai dû la reconstituer parce que c'est évident qu'on ne l'enseignait pas, on ne l'enseigne pas et on n'enseignait pas. Voilà. Au fond, c'était comme si les Français étaient un phénomène naturel, ce qui n'était vraiment pas le cas. Hein. Bon. Et ça m'a toujours absolument révoltée, enragée et isolée. Parce que c'était tellement minoritaire, la prise de conscience que... Bon. Mais finalement, je viens d'écrire un petit texte là-dessus, un peu par hasard, et pas pour la France, mais pour le Danemark, à propos de femmes en Algérie, telles que moi, je les ai connues, parce que c'est très daté. Hein. Chaque fois, on peut dire que pour penser une situation historique ou politique, il faut vraiment cadrer... il faut respecter une chronicité extrêmement précise et qui change. Tous les 20 ans, ça change complètement. Mais les langues que moi, avec lesquelles j'avais un rapport quand j'étais petite, c'était celles de ma famille. Donc le français, qui était admirablement parlé d'ailleurs dans ma famille paternelle, ce qui m'étonne. Et puis l'allemand, qu'on parlait chez moi, puisque ma grand-mère allemande avait été sortie in extremis d'Allemagne, et ma mère aussi, bien sûr. Donc j'entendais l'allemand, le français. Mon père parlait l'arabe, ce qui était tout à fait normal aussi, parce que c'était des Oranais et qui avaient un rapport plus direct à la population dite arabe à l'époque. Et puis, je garde toujours une reconnaissance étrange à mon père, qui est mort très jeune. Au moment, juste avant qu'il meure, il m'avait donné 2 maîtres, un maître d'arabe et un maître d'hébreu. Pour moi, c'était 2 personnages qui étaient presque jumeaux. Et même si j'avais un petit faible pour le maître d'arabe. Et puis, voilà. Et donc il avait en lui, comme ça, le sentiment de la nécessité justement de parler la langue de la mienne, celle des autres, etc. Puis comme il est mort, ça s'est arrêté. Mais bon. Mais ça, c'était des langues qui sont restées en moi comme dont la musique est restée. La musique, vraiment. Sinon, comme dans le petit texte que je viens d'écrire, je me suis dit, et ce texte, je l'ai appelé Khops. Bon, tous ceux qui connaissent un petit peu l'arabe, ils savent ce que ça veut dire. Et ça, c'était le mot qui restait. Ça veut dire quoi ? Le pain. Ça veut dire le pain. Et quand je sortais dans la rue, j'étais accompagnée. Il y avait deux types d'énoncés qui m'accompagnaient tout le temps. Alors, il y avait salle juive. Bon, ça, c'était banal. Mais tout le monde était soumis à ça, salle bico, salle, etc. Enfin, tout le monde était sale pour l'autre. Et puis, Khops. Khops, ça m'a environnée, persécutée. Et ça, c'était très animal. D'abord, c'était les miens, c'était les enfants. Et il y avait cette chose que, je ne sais pas si tu avais vu ça, toi, dans ton enfance, mais je pense que non. Mais les enfants de mon âge, c'est-à-dire quand on avait 10 ans, ils te disaient « Khops !» Et je voyais les mains des petites filles et des petits garçons comme ça,
comme si ça devait être quelque chose de liquide. Ben, il se disputait un croton. Hein? À l'époque, un croton. C'était un croton. Mais ça avait... Oui, mais tu vois, ça... Et, oui. Oui, et comme ça, tu vois. C'était rare. Ouais. Voilà. Mais bien sûr, et c'était d'ailleurs ma hantise. Parce que je n'osais pas manger dehors. Je me disais, c'était pour... Quand je sortais, évidemment, bon. Mais Hobbes, j'entendais tout le temps. Hobbes, Roya. Mon frère, ça veut dire. J'aimerais qu'on en revienne à mon enfant. Quelle est la genèse de l'œuvre? Comment ça s'est imposé? Est-ce que tu considères et tu acceptes le mot de vision? Je trouve que tous les deux, vous avez des visions et ces visions, elles communiquent entre elles. Est-ce que cette vision de mon enfant, elle s'est imposée? Tu l'as dessinée d'abord? Tu l'as imaginée comment? Dans l'espace? Tu sais, il a beaucoup dit de choses juste avant que tu arrives. Ah. Mais non, mais ça nous permet de reprendre quelque chose. C'est que, au fond, ça, c'est vrai. L'Algérie, et encore aujourd'hui, c'est un pays à enfants. Ah oui. Et les enfants, c'est... Enfin, pour moi, en tout cas, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est un monde où l'enfant a une présence, une intensité. Il est dans la rue, d'abord. Bah oui. Moi, c'est pourquoi j'étais toujours dans la... Dans la rue? Non, j'étais dans la maison. Ah, dans la maison. Et les terrasses. Et toi, dans les fenêtres et les balcons. Donc, c'est comme ça qu'on regardait le... C'était ton atelier? Oui, c'était ma terrasse. Mais c'est vrai, mon premier atelier, mais vraiment, c'était une terrasse. C'était à la terrasse. Ouais. C'est là où je faisais tout. Et pourquoi mon enfant? Peut-être que tu en as déjà parlé avant. Oui. Mon. À l'époque, quand j'ai faisais justement des dessins et des petites maquettes, j'avais reçu Hélène au studio. Et à l'époque, Julie et moi, on n'avait que 2 filles. Et Hélène me dit, ah, ça y est, t'as ton enfant. C'est ton enfant. Et donc, je l'ai appelé mon enfant parce que Hélène elle a soufflé. Voilà, t'as trouvé ton enfant. Donc, c'est ton enfant. Mais le garçon que t'as voulu. Quoi? Alors, Hélène, qu'est-ce que ça veut dire, t'as trouvé ton enfant? Ben, pour moi, c'était une évidence. D'abord, c'était lui. Et d'abord, lui, c'est un homme à enfant. Oui. C'est un enfant. C'est un enfant et il a beaucoup d'enfants et de très beaux enfants. Oui. Il aime ses enfants. Oui. Il y a pas, enfin, Adèle, pas sans enfant, et lui-même enfant. Il est toujours accompagné des enfants. Il a les plus beaux enfants du monde. Ah, merci. C'est et vrai. Julie qui est là. C'est vrai. L'honneur revient à Julie. Hein, oui. Ça, c'est vrai, il faut le dire. Ah oui, si on parle d'enfants, parler de Julie surtout. En tout cas, ça, c'est vraiment réussi. Hein. Bon, alors, mon enfant, puisque c'est toi qui l'as trouvé, qu'est-ce que tu as trouvé là, à ce moment-là, Hélène? Moi, je pensais que... D'abord, je pense que parmi mes pensées qui devaient être diverses, il y en avait une qui était importante. C'était justement cette histoire de juif ou pas juif, etc., etc. Puisque là, il avait donné vie, redonné vie à une sorte comme ça de représentant absolu du destin alors je dirais, je ne vais même pas juif, mais voilà, alors ça c'est le mot d'Adèle, de l'innocence même, de l'innocent, l'enfant innocent, juif. Voilà. Et je me suis dit, j'ai dû avoir une vision de tout ce qui peut s'agiter de manière empoisonnée dans toutes les scènes, pas de la création, mais toutes les scènes de réception, les scènes médiatiques et autres, et où
je pouvais imaginer des deux côtés, aussi bien du côté juif que du côté musulman, lui n'étant ni l'un ni l'autre, il faut dire les choses, des réticences où on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce qu'il fait cet arabe avec notre enfant juif? D'ailleurs, ça lui est arrivé, évidemment. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'il y a eu des remarques latérales, bien sûr. C'est-à-dire que, attention, il touche à nos enfants. Ça viendrait de l'arrière-monde arriéré juif, comme il peut y en avoir. Hein. Donc, c'est tous les petits racismes qui sont toujours prêts à flamboyer, comme ça, tous les pop. Et je me suis dit, mais la beauté de cette chose-là, c'est que, justement, tout à l'heure, tu as dit que tu étais juif par adoption. Il est dans un rapport à l'adoption qui est la chose la plus noble que je connaisse. C'est-à-dire, ça, c'est le véritable amour, c'est l'adoption. Et je me suis dit, lui, il ne se pose aucune question. Pour lui, cet enfant à qui il redonne vie, c'est un enfant à qui il donne, qu'il remet au monde. C'est son enfant, c'est mon enfant. Ça ne veut pas dire que c'est son enfant rien qu'à lui. C'est l'enfant. Et c'est notre enfant. Absolument. Et mon enfant, toute personne qui le voit et qui est émue et qui se dit, mon enfant. C'est pas nécessairement une appropriation. Voilà. C'est l'enfant. Voilà. Mais Adèle, pour que ça soit notre enfant. Je crois que tu l'as pas allumé là. Voilà, c'est éteint. Pour que ça soit. 1, 2, 3. Voilà. Est-ce que c'est. Pardon. Pour que ça soit notre enfant, qu'on éprouve autant d'émotions à le voir, il faut d'abord que ça soit ton enfant. Qu'est-ce qui se passe là? Je l'ai dit au début que je suis. C'est mon enfant, mais je suis l'enfant de cet enfant, qui est mon enfant. Donc je suis tout ça, qui est devenu notre enfant. Évidemment, une fois on est en face. Et au fait, en tant qu'artiste, je parle en mon nom, parce que j'ai appris très très vite. Je crois en mon œil même quand il louche. Ce que je vois, même s'il louche. Je crois beaucoup à ça, moi. Moi, je pense que très, très vite, très tôt, je suis devenu un artiste responsable. Donc, je joue pas. Donc, il y a une part de responsabilité. Et je pense, si je suis cet enfant, je suis l'enfant, mais qui ne joue pas non plus. Parce qu'il y a de la responsabilité. Parce que je suis un artiste responsable. Et je rêve de changer le monde, mais même 1 millimètre. Si je peux changer quelque chose, ça sera mon extase, ma jouissance, mon ad astra. Donc, vraiment, c'est mon rôle, c'est ma responsabilité. Et dans ce sens-là, je suis dada. Donc, un enfant, ça veut dire quoi? On peut dire que nos enfants, ils ne sont pas responsables. Ce n'est pas vrai. Ça dépend de ce que c'est. Et donc, ça veut dire qu'il faut un adulte, il faut quelqu'un qui lui donne la main pour l'accompagner. Il faut, comme un aveugle, c'est pourquoi j'ai commencé, je crois, à mon œil, même s'il louche, on va lui donner la main, on va lui donner des instructions, eh ben non. Un artiste, parce qu'il y a la faute, et s'il y a une faute, il y a l'innocence. Pas dans le sens chrétien de la culpabilité, tout ça. Donc c'est pas du tout là. C'est
pour dire que une sorte d'un enfant qui est debout. Vous savez, un enfant, s'il marche, il est mieux que des philosophes, des penseurs, des intellectuels qui sont assis. Il va arriver beaucoup plus vite qu'eux. Donc, moi, je ne pense pas qu'un enfant, on peut dire que c'est un enfant. Peut-être il a une maturité, peut-être qu'il incarne des civilisations. Il nous incarne tous. Donc, c'est pas pour dire, ah, un enfant, il est comme moi quand j'étais petit, et le monde des adultes à part, le monde des enfants, c'est à part. Le monde des femmes aussi, c'était à part. Et donc, j'ai vécu ça. Et je veux plus que ça se répète. Et je veux plus. C'est pas possible. Et c'est pourquoi je dis, moi, on a des enfants, on veut pas que ça soit parfait. On veut juste qu'elles soient eux-mêmes et qu'ils réussissent. Et c'est dans ce sens-là que je dis attention, c'est pas parce que je l'ai appelé mon enfant, ça veut dire qu'il est petit, mais il est grand. Mon enfant est grand, très grand. Donc, c'est dans ce sens que je veux parler au nom de mon enfant, si je peux parler en son nom. Et je suis cet enfant, de toute façon. Donc, voilà. D'ailleurs, cet enfant, tu as parfaitement raison de dire que c'est un enfant qui ne joue pas. Alors, on peut vraiment dire que c'est sa définition. Et qui a une gravité, c'est un enfant qui est conscient, et qui est, en plus, dans son aspect, c'est comme une sorte de... C'est un adulte miniature, voilà. Il est déjà au bout de la vie, et comme s'il avait déjà tout vécu. Ce qu'il ne connaît pas, c'est la mort, qu'il va connaître. Mais la vie... Et donc, il se trouve, et ça, je suis sûre que ça a beaucoup joué pour te toucher, parce que c'est tellement poignant. Ce garçon avec sa casquette, son sac, et qui est comme un ouvrier qui s'en va, et qui est d'une beauté, c'est ce que tu décris, quoi. C'est vraiment l'être humain dans sa fragilité et sa splendeur. Mais une fois, je t'ai demandé de m'aider à comprendre les métaphores derrière les assiettes de Rimbaud. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Parce qu'il y avait beaucoup de mots que Rimbaud a inventés que je ne connaissais pas de français. Que Hélène m'a expliqué exactement sur les assiettes. Et donc, Rimbaud, il employait un mot que j'ai oublié, parce que c'est même pas de l'argot, il l'a inventé, il n'existait pas. Et donc, que les jeunes sont debout. Et les autres qui sont assis sur le savoir, ce sont comme des cadavres qui comme ça, avec les os comme ça, mais qui sont assis sur le savoir. Je pense à un artiste, il part du principe très simple, mais un artiste, tout d'abord, il dit « je ne sais pas ». Je veux comprendre. Je vais chercher. Je vais développer. Et donc, c'est à chaque fois, je fais, on appelle ça une œuvre. La même chose, je recommence à zéro, début, parce que je ne connais pas. Je ne sais pas. Je vais essayer de comprendre. Peut-être que je n'arrive pas, mais en tout cas, c'est à chaque fois, chaque tentative d'une création, d'une œuvre, je veux comprendre. Je ne sais pas. Je suis un artiste qui, voilà, il n'est pas assez sur le savoir. Il le saura ou il le saura pas. Mais en tous les cas, c'est comme ça. Ça commence par le doute,
par des questions, par des interrogations, par de la douleur, par la souffrance, et parce que nous, les artistes, on s'occupe d'une seule activité qui est très importante, qui sont vraiment les sentiments. Et on travaille avec les sentiments. Donc, à chaque fois, on a en face cette chose. Donc, moi, pas en intellectuel, vraiment un artiste, avec tous l'ignorance, tout, tout le, comme disait Foucault, le non-savoir. Donc, c'est dans cette... enfin, c'est comme ça comment j'avance à chaque fois dans ce qui est obscur et que je mets des étincelles comme ça, des petites flammes qui deviennent des incendés, qui deviennent des lumières. Donc, j'avance. C'est comme dans Tarkovsky, un de ses derniers films, où il a bougé, où il avançait dans un tunnel, dans le noir. Donc, c'est un peu ça. C'est ça un artiste, en vérité. Il est dans un tunnel. Il est avec juste une bougie, une flamme, tout simplement. C'est pas seulement des mots, hein, parce que c'est comme ça, Adèle est comme ça. Il se réveille avec plein de questions, tout le temps. Et c'est évidemment le secret de sa force. Est-ce que vous avez des questions à poser, justement, à vous qui êtes dans le public, à Adèle et à Hélène? Oui, il y a une jeune femme tout au... Il faut que vous preniez un micro. Oui. Au début, vous avez parlé des soldats en disant qu'ils sont là et que ce sont les mêmes qui sont là maintenant. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous vouliez dire? Je disais des choses qui étaient d'actualité, si on peut dire. C'est-à-dire que ils sont là, ils sont à nouveau là. Les voilà, ça y est, ils sont à nouveau là. Tout le monde ne peut pas dire ça. Moi, je les ai vus, je ne sais pas combien de fois, puisque je peux faire comme ça, je pourrais décrire mon existence, l'histoire de mon existence, comme d'une guerre à l'autre. Une guerre après l'autre, une guerre après l'autre. Et là, il y a très longtemps qu'en Europe, on n'avait pas une guerre là, chez nos proches, parmi nous, nous concernant, alors qui semble être à une certaine distance, mais ce n'est pas vrai. Si on est attentif, si on écoute et si on croise, parce qu'il y a partout maintenant des Ukrainiens et des Russes, évidemment les Russes en très petite quantité, à nouveau, ils sont là. Or, les malheureux soldats, ils sont là avec une mission qui est une mission qui est le contraire de notre existence. Une mission d'anéantissement, voilà. Alors, je ne vais pas discuter du politique, sauf que bien sûr que je suis du côté de l'Ukraine, mais ces soldats, c'était voilà, les civils, comme on dit, à partir du moment où on entre dans le monde des soldats, on dit les civils. C'était des civils hier et aujourd'hui, ils sont armés. Voilà. C'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que ces personnages qui sont costumés, qui sont déguisés pour que leur transformation, leur transfiguration en machine à mort soit le plus rapide possible, maintenant ils sont partout. Et on ne va pas dire que c'est mal ou bien, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, bon. Et donc, en voyant les soldats d'Adèle, dont je ne sais d'ailleurs pas à qui
il se rapporte, à quelle nation ou armée il se rapporte. Pour moi, c'est les soldats que j'ai vus quand j'étais petite, et puis voilà, et qui reviennent. C'est une expérience extraordinaire, hein. C'est-à-dire que bon, il y a une autre expérience, mais c'est pas la même. C'est celle des policiers, où on a l'impression là que en France, parce que c'est pas partout, il y a des singularités évidemment, hein, mais là on a l'impression que c'est les chevaliers teutons, hein. Mais bon, mais c'est autre chose, c'est une autre espèce. Les soldats, c'est une autre espèce. Ce sont des innocents qui deviennent des monstres. Et on leur donne de devenir des monstres, et même si c'est pour la bonne cause, hein, ou comme le dirait Vassili Grossman dans un de ses livres, pour une juste cause. Parce que quand on est en bas, dans l'exposition, il y a une mise en scène ultra foudroyante, parce que l'économie de cette exposition, elle est extraordinaire aussi, hein. Parce qu'après tout, on a vraiment, dans un espace petit, des personnages qui ont une dimension mythologique. Aussi bien, alors bien sûr, mon enfant, qui n'est pas simplement un petit garçon. Voilà. C'est mon enfant pour tous ceux qui peuvent recevoir ça. Et puis, vous avez ces 3 soldats qui représentent 300 000 soldats. Et eux aussi, ils font partie comme ça de cette petite exposition qui est en quelques images shakespeariennes. Mais c'est énorme, quoi. C'est des fantômes. Oui, des fantômes. Absolument. Et en plus, ils sont prêts à être expédiés, si je peux dire, puisqu'ils sont enveloppés et prêts à être déménagés. Voilà Marie. C'est ton mère de tu les envoies. Appelle Bovis, le retour. Autre question? Oui, madame. Ah, on va vous donner un micro. Merci. Tu dis, Adèle, que tu es juive par adoption. J'aimerais savoir ce que le judaïsme et la judéité t'ont apporté. À négocier. Donc, oui, c'est vrai. Là, il va falloir que tu je négocie. Parce que je peux pas dire que je suis né juif. Je peux pas le dire. Je ne sais pas, peut-être, mais je ne sais pas. Il faut chercher dans mon ADN. Mais j'ai négocié culturellement déjà. J'ai obtenu. Tu parles toujours des juifs artistes, idéaux, là. Hein, tous mes intellectuels, beaucoup de livres, beaucoup de choses, de poètes. Donc je suis honoré de ça. Donc, voilà, je pense qu'on moi, je sais, c'est trop dur pour moi de m'exprimer mes vrais sentiments quand c'est fort. Moi, je ne sais pas, Julie, elle est là, mais je ne peux pas vous dire pourquoi je l'aime. Si je dis pourquoi je l'aime, ça veut dire que j'annule tout. Ben, je l'aime, c'est tout, point. C'est comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Donc on ne peut pas dire j'aime ça. Ah, tu n'aimes pas, ça veut dire ça. C'est pourquoi je dis je négocie. J'aime, c'est tout, c'est l'amour. Mais pourquoi de dire cette partie-là?
Quand on dit on aime tout. On n'aime pas juste ça. Et pourquoi pas ça? Non. Et pourquoi pas ça? Et pourquoi? Ah, que ça? Ah, c'est dommage. Donc, je préfère que de dire j'aime. En plus, c'est naturel. Je fais aucun effort. De toute façon, ton expression, elle est tout à fait équivoque. Quand tu dis que tu es juif par adoption, ce qui est aussi, tu le dis ici, aujourd'hui, etc. Et puis, bon. Mais juif par adoption, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu adoptes juif ou c'est juif qui t'adopte? Et ça, on ne sait pas, hein? Je te dis, il y a une histoire de négociation. C'est que le début, hein, donc... Moi, il y a Jacqueline Friedman qui est là, je l'ai déjà adoptée. C'est une de mes filles. Peut-être vous ne le savez pas, mais c'est vrai. Mais ça marche. Ça ne nous étonne pas. Voilà, donc... Allez, voilà. Merci Jacqueline. Merci. Ben voilà, donc c'est un amour, hein, Jacqueline? Ah ben, donc, il y a des déclarations hein, ce soir, attention. Non, hein. c'est vrai. Alors, j'ai vu une autre main qui se levait là tout à l'heure. Ah, voilà, madame. Bonsoir. Je voulais vous remercier tout d'abord de votre venue pour ces échanges hyper intéressants. J'avais 2 questions. La première était pour Adèle. Je voulais en savoir plus concernant le contexte de création de l'œuvre, de comment on rend compte de l'enfant qui sort du tombeau photographique, pour reprendre les termes d'Hélène, non pas en termes de psyché, mais véritablement en termes de, de localisation d'une part, et de son, de silence, enfin vraiment le contexte dans lequel vous avez pu créer cette œuvre. Et la seconde question est destinée du coup à Hélène Sixou. On connaît votre engagement de longue date. Vous disiez l'année dernière que l'âge était l'endurance, un combat et que les passions ne s'éteignaient pas. Si vous acceptez de traiter le sujet avec nous ce soir, je voulais avoir votre position sur la réforme des retraites, en l'occurrence, et les combats qui se situent dans la rue. Voilà, c'est toi qui réponds, là. Ben, comme vous commencez par... vous terminez par une note d'humour, je vous réponds. Je suis comme Woody Allen, Freud est mort, Albert Einstein est mort. Et moi, j'ai très mal à la gorge. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je... Alors, je vais essayer de faire d'une pierre deux coups. 3 coups, oui. Alors, contrairement à mon adorable amie Laure, je ne trouve pas la vieillesse tellement... enfin, moi, j'ai pas sa chance. Je pense que c'est... Quand j'ai dit que c'était un combat, oui, je pense que c'est un combat. Et c'est un combat avec toutes les agressions de tout genre, il y a un ennemi. Il y a un ennemi et il y a ce que j'avais déjà vécu avec ma mère, qui est partie à l'âge de 103 ans. Il y a l'exploration, qui est plus ou moins agréable, d'un continent qui nous est totalement inconnu, totalement. On avance tous les jours dans un univers qu'on ne connaît absolument pas, ce qui est passionnant, hein, ça, franchement, oui. Mais ça ne réserve pas toujours des bonnes surprises. Bon. Mais, alors, concernant les retraites, c'est la même chose, si je peux dire. Je n'ai pas pu aller aux manifestations, où je serais allée, et d'ailleurs toute ma vie, j'ai été à toutes les manifestations possibles et imaginables, et là, j'y suis pas allée parce que j'avais plus les moyens physiques pour... Alors, Fatima m'a représentée, ainsi que beaucoup de gens du Théâtre du Soleil, mais
je me dis, ben là, quand même, tu vois, tu n'as plus 50 ans, tu n'as plus 60 ans, tu n'as plus 70 ans, tu n'as plus 80 ans. Oh, non, alors ça ne va pas. Hein. Bon. Et donc voilà. Non, mais alors évidemment que mentalement, je faisais la manif. Et comme je vous dis, je voyais visuellement aussi, j'étais, heureusement, grâce à mes amis, j'avais en FaceTime immédiatement la vision de ce qui se passait. Mais j'ai même pas d'état d'âme concernant ça. Je trouve la façon dont cette histoire s'est assénée sur la tête des gens, la bêtise de lancer une loi contre le corps, contre la respiration de la plupart des gens, de ne pas commencer de toute évidence par la question du travail, qui est une question tellement urgente. Et là, je ne comprends même pas, parce qu'il suffit d'être dans la société, dans le monde, pour voir que les gens au travail, à part des privilégiés, à part les artistes, on a de la chance, les gens souffrent au travail, et alors on va continuer à les laisser. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est là qu'il faut commencer à travailler. Toutes les parties de la société, le monde médical s'écroule, le monde des enseignants est en enfer. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible. Et on veut allonger encore le purgatoire, l'enfer. Je comprends pas. Enfin, si, je comprends trop, hein, mais je comprends depuis très longtemps. Je comprends depuis très longtemps ce que c'est que ce gouvernement. Donc, franchement, je pense qu'ils ne font que s'enfoncer, on dirait dans un cercle de Dante, quoi. C'est épouvantable, absolument. Et je ne me pose pas la question. On fait semblant de poser une question alors qu'on assène une condamnation. Alors, je vous réponds peut-être pas bien, hein, mais voilà ce que je sens. Bon, alors peut-être une dernière question. Oui, madame. Moi, je voulais juste ajouter une petite chose. C'est par rapport à l'enfant, en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à l'espace qu'il crée, puisque avec son incarnation, hein, son corps, il crée un espace, mais il y a aussi cette espèce de, je ne sais pas si on peut dire socle, mais qui est très bas, et qui est en bois, on dirait du bois qui a été recouvert de ciment un peu, donc qui est sale aussi, qui est un sol où il y a des choses qui sont passées, etc. C'est pas quelque chose de neuf, de flambant comme un socle muséal, et c'est intéressant de voir cet espace. Et autre chose aussi qui m'a intéressée aussi, c'est l'ombre portée de la sculpture. C'est-à-dire que ça introduit un mouvement. On a l'impression que cet enfant, il est là, sur cet espace, qui est agrandi par cette espèce de parterre, quoi. Et derrière, il y a l'ombre, hop, qui s'en va. Et qui est plus petite. Quand j'ai expérimenté déjà... Merci. Il y a deux œuvres. Cri, par exemple, la fée vietnamienne, où j'ai utilisé à peu près la même façon d'ombre, comme ça qui va vers le sol, comme ça, mais en fait, l'ombre, pour moi, j'ai fait une œuvre qui s'appelle Tutsi Hutu, où on a appris pendant 3-4 mois un babouin à mettre des lettres sur un tableau métallique comme à l'école et les poser, et ce son-là rappelait la machette des Tutsis et des Hutus. Tchac, tchac. Et donc il y a un côté de le temps, l'horloge.
et, et donc l'éclairage, comme ça, le sombre, c'est pas dans quelque chose que moi, je suis un grand fan de Kirikou, ou Chirico le peintre, hein, donc les ombres toujours avec le soleil qui tape. Et moi, je viens quand même du sud. Je viens du pays du soleil, et donc j'utilise une référence littéraire comme Faulkner, Les Lumières, donc qui frappe comme ça, mais c'est comme quelque chose de chronos, le temps qui coupe. Et donc, avec cette ombre-là, il y a quelque chose comme ça de l'horloge comme de la hache, comme de la guillotine. Donc, c'est pourquoi, en fait, j'ai accentué ce côté un peu de prolongement de cette ombre de mon enfant, mais pas comme c'est pas comme un ombre des ombres chinois. C'était pas dans ce côté de théâtre que je cherchais ou que j'essayais de retrouver par nostalgie ou quelque chose comme ça, ou dans Eisenstein et tout ça. C'est vraiment rien à voir. Je voulais juste une ombre comme ça qui soit comme de la guillotine, qui soit sévère entre le blanc et le noir. Donc je voulais vraiment les contraster, mais de manière pas nostalgique. Je voulais vraiment comme le temps, comme l'horloge. Donc il y a quelque chose qui chez moi comme ça. Parce que bien sûr, si on met ça avec l'ombre, ça bouge comme ça. Or que là, ça bouge pas. C'est arrêté. C'est pas une horloge dans le désert. Vous mettez un bâton comme ça et puis bon, ça. Hein, c'est pas un bosol. C'est vraiment le temps est dur. Hein, le temps il peut être vraiment une couperet. Oui, c'est le couperet. Et c'est quand on dit Olima ou dans un. Il y a un film de Bresson, de la prison, un condamné à mort qui s'est échappé. Et à un moment donné, on voit l'éclairage comme ça. Et c'est un peu cet esprit-là, mais un esprit qui coupe. Moi, je suis un artiste, quand je pénètre un espace, c'est avec un couteau. Hein, donc, c'est pas juste. Je suis comme Fontana, moi. Hein, je déchire. Donc, je vais pas. Je vais pas le lécher, je vais pas le caresser, je dois l'affronter comme ça, comme des coups de couteau. Donc Mais tu sais, c'est vrai que c'est très intéressant. Ça, c'est le miracle de la sculpture, que de pouvoir produire de l'ombre. Et là, tu as une œuvre qui est une œuvre hybride, où tu as un personnage avec ombre et des personnages sans ombre. Et là-dessus, on pourrait travailler infiniment parce que c'est tellement riche. C'est vrai qu'ici, dans cette mise en scène, on a un sentiment. On a l'impression d'abord que l'ombre bouge à cause de la vibration en provenance de la flamme. De la source, là-bas, quand on traverse, il y a nos corps aussi. On participe en vérité. C'est vrai on est aussi à la fois spectateur, mais acteur. On participe en fait dans cet espace-là. Alors que les soldats, ils sont aplatis derrière leur linceul. Jetable. Oui. Jetable. Oui. Dire ça. Enfin, en tous les cas, c'est. Puis l'ombre, tu sais, dans l'Antiquité, ce sont les morts. Un angle mort. Oui. Ben, je voulais vous remercier tous les deux, Hélène et Adèle, et puis je voudrais vous dire mon chagrin, ma stupeur, parce que j'ai appris
à 4h30 de l'après-midi, la mort d'un ami proche. Et si j'en parle ce soir, c'est parce que la première fois que j'ai vu Adèle, c'était avec lui et chez lui. Il s'appelait Jean-Paul Capitani et c'était un monsieur extraordinaire. Je vais arrêter là mes paroles, mais j'aimerais bien qu'Adèle en dise quelques mots. Capitani, et ça parle des enfants. Et on s'est connus grâce aux enfants. Oui. Et on parle de ton enfant ce soir. Oui. Julie et moi, mes enfants dormaient chez lui quand on allait souvent à Arles. C'est occupé chez lui, on va à l'hôtel, mais en général, il insistait. C'est une tragédie, sincèrement. Et je pense à lui, je pensais aujourd'hui, quand j'ai su qu'il était mort, on a fait des livres ensemble, il m'a publié. Et pour moi, aujourd'hui, la mort de toute une rue chez moi, d'artisanat, et il est venu me voir à Paris, à chaque fois il venait, il achetait toujours des, je ne sais pas comment on appelle ça, pour des ceintures, pour un homme. Hein? Oui. Et c'est... Et là, c'est fermé maintenant. Il y a plus de... C'était le quartier, justement, qui faisait que des boucles pour les ceintures. Et lui, il me racontait, ça rappelait son grand-père, son père. Et il achetait toujours 3-4. Il me dit, ouais, je vais offrir parfois des copains ou des gens qu'il aimait. Et il me dit, mais c'est incroyable ce savoir-faire, comment... Regarde le détail, ça, c'est unique au monde. Personne ne peut faire ça aujourd'hui. Et il me dit, mais ce que je crains, qu'ils vont quitter, qu'ils vont partir, qu'ils vont être remplacés par une franc-prix, par des choses aujourd'hui, sincèrement. Et tout est un artisanat, tout un savoir-faire, tout est une transmission, effectivement, de mon quartier qui a disparu parce que ça coûte cher, parce qu'ils n'arrivent plus à travailler, ils n'arrivent plus à se garer, ils n'arrivent plus à faire de bruit parce que les voisins se plaignent. Et donc, il y a tout un monde. C'est une disparition, c'est une fin de tout un monde. Donc, Capitani est parti avec un monde, tout un monde. Et paix à son âme. Et tout notre amour à Françoise Nissen. Et j'étais associé avec lui des projets pour des enfants, l'école qu'il a créée. J'ai participé aussi à des séminaires, à des débats. Et je vous assure que j'ai appris ça pendant le vernissage et je n'avais pas à le croire. J'ai pas mes mots sont brûlés, mais c'était un homme aussi de courage. J'ai fait une publication de correspondance avec Adonis et il m'a dit, Adèle, moi je vais le publier, mais vous êtes responsable, vous allez mourir, c'est sûr, c'est plus que sûr. On a eu de la chance et on est en vie, mais il l'a publié. Il n'a pas censuré un mot et une phrase. Il m'a dit, moi je prends le risque comme vous. Voilà, je prends le risque comme vous et donc voilà. Je suis un témoin. Merci de le dire ce soir. Mais merci infiniment à vous. Merci beaucoup. Merci Hélène. Je vais en profiter parce que le mémorial ne s'est pas beaucoup exprimé ce soir, mais je voulais vous remercier. Et puis merci d'avoir pensé à votre ami ce soir. C'était vraiment très bien de le faire. Alors, ne partez pas tous. Si vous voulez nous rejoindre au 2e étage, on aura un petit verre de l'amitié rapide, si vous voulez, pour se retrouver et continuer les échanges. Je voudrais, merci beaucoup Adèle, merci beaucoup Hélène Sixous, merci Laure Edler pour ce moment d'échange. Et puis, merci beaucoup Adèle et Marie de Paris
d'avoir amené cet enfant pour un petit peu plus d'un mois au mémorial de la Shoah. Je voulais vous dire aussi, on pourra se retrouver aussi avec Adèle, avec Julia Kristeva, Alain Fleischer, le 10 mai, voilà, prochain. Donc, bon, ça sera un peu pour la fermeture de l'exposition. Et voilà, je vous invite, si vous voulez, à nous rejoindre au 2e étage. Voilà. Merci.